Enseignante en économie, droit, management, je voulais vous présenter aujourd'hui les politiques économiques conjoncturelles. En effet, même si nous sommes en économie de marché, nous avons déjà vu lors de précédentes vidéos que l'État doit intervenir dans l'économie. Pourquoi? Parce que les marchés sont imparfaits, voire défaillants. Nous avons parlé des biens publics, des externalités, positives ou négatives. Donc l'État devra prendre des mesures, c'est ce que l'on appelle donc les politiques économiques, des mesures pour tendre vers les grands équilibres, comme donc la croissance, le plein emploi, etc. Ces politiques économiques peuvent être conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on attend de ces mesures des effets à court terme, mais nous avons également des politiques économiques structurelles, dont les effets se feront ressentir à moyen ou long terme, comme par exemple la politique industrielle. Dans le cadre des politiques conjoncturelles, deux politiques très connues, la politique budgétaire et la politique monétaire. Bien sûr, avant de prendre ces mesures, l'État doit faire une analyse conjoncturelle, c'est-à-dire qu'il doit analyser les grands indicateurs quantitatifs comme le PIB, l'inflation, le taux de chômage. Il peut utiliser également des outils qualitatifs comme les sondages, les enquêtes d'opinion auprès d'entreprises pour connaître leurs projets en matière d'investissement par exemple ou en matière d'embauche. Nous avons un économiste britannique, Nicolas Kaldor, qui a su représenter dans un graphique que l'on appelle le carré magique ces quatre grands agrégats économiques qui sont le taux de croissance du PIB en pourcentage, le taux d'inflation, le solde des transactions courantes, c'est-à-dire la différence donc au sein de la balance des transactions courantes entre nos exportations et nos importations. Si nos exportations sont supérieures à nos importations, nous aurons un solde excédentaire. Si au contraire nos importations sont supérieures à nos exportations, ce qui est le cas actuellement, notre balance sera déficitaire. Enfin, quatrième agrégat, le taux de chômage. Pourquoi ce graphique est intéressant? Comme nous allons le voir, il permet de comparer la situation économique d'un même pays au cours de différentes périodes et donc de voir très rapidement quel est le point faible ou les points faibles de cette économie. Il permet également des comparaisons entre les pays. On aurait pu prendre également, mais vous le trouverez facilement sur Internet, la comparaison entre la France et l'Allemagne au niveau donc de ces quatre grands agrégats. Voyons le carré magique de la France donc en 1970. Que se passait-il à cette époque? Nous avions un taux de chômage qui nous ferait rêver aujourd'hui, autour de 3% de la population active, donc pratiquement pas de chômage. Un taux de croissance élevé, autour de 5,5% par an, là aussi on en rêve. Un solde des transactions courantes positif, donc nous exportions plus que ce que nous importions. Et un taux d'inflation plus élevé qu'aujourd'hui, mais relativement correct encore, autour de 5,5% également. Si nous relions ces quatre points, nous avons donc le carré magique de la France qui est relativement correct. Si nous faisons un bond dans le temps jusqu'aux années 2000, nous allons voir que, évidemment, comme vous en doutez, un indicateur s'est fortement dégradé, c'est le taux de chômage. Nous sommes là à partir des années 2000 et on va y rester pendant de nombreuses années, autour de 9% de la population active. 9% taux de chômage, donc 9% de la population active. La croissance s'est également aussi ralentie, autour de 3%, 2,5-3%. Le solde, au contraire, s'est amélioré, il est toujours excédentaire. Et l'inflation, donc, a diminué suite justement aux politiques monétaires qui ont été prises dans les années 80, donc en France, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Donc, si on trace le carré magique de la France pour 2000, on voit que nous avons deux agrégats, notamment, qui se portent mal, l'emploi et la croissance économique. 5 années plus tard, le taux de chômage ne s'est pas amélioré, la croissance est encore ralentie, 2% par an, et malheureusement, notre solde des transactions courantes est devenu déficitaire. L'inflation est restée à peu près constante. Si nous représentons le carré magique de la France plus près de nous en 2017, nous allons voir qu'au niveau de la croissance, on a une croissance toujours très faible, 1,8% du PIB, donc en 2017 par rapport à 2016. L'inflation donc est faible, 1%, on parle même de déflation. Le taux de chômage reste toujours élevé, autour de 9,4%. Et le solde de notre balance de transactions courantes est négatif, moins 1%. Donc, face à toutes ces détériorations, l'État devra prendre des mesures donc, pour essayer de redresser l'économie. Nous allons voir donc maintenant les objectifs, mais bien sûr les instruments de la politique budgétaire, tout d'abord, puis ensuite de la politique monétaire. Alors la politique budgétaire, elle va se servir d'un outil important, le budget de l'État. Ce budget, donc, il fixe les recettes, mais aussi les dépenses de l'État pour l'année suivante. En principe, il est voté, l'Assemblée nationale, en octobre, donc à la rentrée. Évidemment, il va falloir faire des prévisions, puisque ce sont les recettes et les dépenses pour l'année suivante. Donc, par exemple, pour octobre 2020, on va fixer les dépenses et les recettes pour 2021. Donc, on les fixe en faisant une hypothèse, en se basant sur un taux de croissance donc prévu. La politique budgétaire est la plupart du temps associée donc à une politique de relance, relancer l'économie, mais il faut savoir que elle peut être aussi une politique de rigueur. Donc d'abord politique de relance, quand on dit politique budgétaire, évidemment on pense tout de suite à John Maynard Keynes, un autre économiste britannique, qui dès la crise de 29 va utiliser donc cette politique pour relancer l'économie. Donc pour lui, l'idée, c'est que l'État doit intervenir dans l'économie pour relancer la demande. Relancer la demande, donc qui va permettre de relancer ensuite l'emploi et donc la croissance. Cette politique va être très utilisée par tous les pays après la Seconde Guerre mondiale, même aux États-Unis avec le New Deal, donc politique de grands travaux. Elle va être aussi utilisée durant pratiquement les 30 glorieuses, toutes les 30 glorieuses. Mais évidemment, rapidement, dans les années 70, elle va montrer des limites et elle va entraîner une augmentation de l'inflation. Et là, cette politique budgétaire de relance va être abandonnée au profit de la politique monétaire, donc, dont l'objectif principal est donc de lutter contre l'inflation en baissant la masse monétaire en circulation. On en reparlera donc lorsque nous verrons cette politique budgétaire. Alors, comment relancer donc l'économie? Des exemples. Vous en avez certainement de multiples exemples. Donc, en France, on augmente par exemple les revenus sociaux, comme les allocations familiales, donc les aides aux ménages, aux entreprises, ce qui va entraîner mécaniquement une augmentation de la consommation, de la demande, puis en principe de la production, de l'emploi, et donc ensuite de la croissance économique. Mais cette politique, un peu moins connue, peut être utilisée comme politique de rigueur. C'est ce qu'on va faire donc à partir des années 2010. L'État, là, par contre, va essayer de diminuer ses dépenses
et au contraire, cette fois-ci, d'augmenter ses recettes, notamment afin de réduire le déficit budgétaire. Parce que l'autre inconvénient de cette politique budgétaire, c'est que bien sûr, elle creuse le déficit de l'État et donc son endettement. Keynes pensait que la croissance économique entraînerait des recettes et donc limiterait ce déficit. Mais ça ne fonctionne pas à toutes les époques et aujourd'hui on est en économie ouverte et donc c'est un peu plus compliqué. Alors, comment réduire donc ces dépenses et augmenter ses recettes? Donc, on peut bien sûr supprimer des postes de fonctionnaires, ce qui a été fait donc en France. L'État peut limiter ses investissements publics, donc tout ça va permettre de diminuer ses recettes, de diminuer ses dépenses. Et pour augmenter ses recettes, l'État peut augmenter les impôts, inventer de nouvelles taxes, mais aussi lutter contre l'évasion fiscale, comme il le fait donc d'ailleurs depuis 3-4 ans, ce qui fonctionne pas mal, ce qui permet de récupérer chaque année plusieurs milliards d'euros. Les effets attendus, c'est comme nous le disions, une meilleure maîtrise des déficits publics, des déficits de l'État. Donc, si l'État est moins déficitaire, il aura moins à s'endetter, à trouver de l'argent sur les marchés financiers. Et normalement, ça devrait baisser l'inflation, puisque donc on va avoir moins de création monétaire, les banques vont accorder moins de prêts, donc moins de création monétaire, donc moins d'inflation. Mais évidemment, si ces mesures fonctionnent au niveau économique, au niveau social, elles peuvent avoir des effets pervers. Si l'État donc diminue ses dépenses, cela risque d'entraîner une augmentation de la pauvreté. On l'a d'ailleurs bien vu avec Reagan et Margaret Thatcher donc aux États-Unis et en Grande-Bretagne, lorsqu'on a mis en place une politique de rigueur. Donc ça peut entraîner une augmentation de la pauvreté. La politique budgétaire a des limites. Elle connaît des limites à plusieurs niveaux. Elle est moins efficace aujourd'hui pour différentes raisons et notamment à cause du comportement des agents économiques. Keynes pensait que le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire que si l'État investit de l'argent dans l'économie, ça va créer des revenus pour d'autres agents qui vont à leur tour consommer et ou investir, et donc il va avoir un effet boule de neige. Mais aujourd'hui, nous sommes en économie ouverte, donc évidemment, ces revenus ne vont pas forcément acheter des produits fabriqués en France. On va souvent importer ces produits, c'est ce qui s'est passé dans les années 90 notamment, et donc on va moins relancer l'économie française et on va en plus aggraver notre déficit de la balance commerciale. L'ennemi juré de Keynes, Milton Friedman, lui a toujours dit, donc économiste américain, il a toujours dit donc que cette politique ne fonctionnait pas parce que d'après lui, les agents économiques raisonnent sur le revenu permanent, c'est-à-dire sur le revenu total, les revenus qui touchent aujourd'hui, mais aussi les revenus futurs, son patrimoine, son effet de richesse, etc. Et donc, d'après lui, une augmentation donc éphémère, ponctuelle des revenus, qu'il appelle à ce moment-là le revenu courant, n'entraînera pas, d'après lui, une augmentation de la consommation et donc une relance de l'économie, mais ne créera que de l'inflation. Aujourd'hui, les agences économiques sont informés, donc du coup, ils anticipent sur les mesures prises par l'État.
Et souvent, ils savent bien que si l'État verse de nouveaux revenus sociaux, ça veut dire qu'on va avoir quelques mois, quelques années plus tard, une augmentation des impôts. D'ailleurs, c'est notre souci aujourd'hui, avec tout l'argent qui est versé suite au Covid. On se dit qu'évidemment, à plus ou moins moyen terme, on va certainement être taxé d'une façon ou d'une autre pour réduire le déficit et donc l'endettement de l'État. Cette politique budgétaire a également des effets pervers. Donc, augmentation du déficit public, donc augmentation de l'endettement de l'État, nous l'avons déjà vu. Mais tout ça va pénaliser donc les dépenses pour les générations futures, pour les années futures. Donc, on risque, comme on l'a dit, d'augmenter les impôts, les cotisations sociales. Si on augmente les cotisations sociales, on augmente le coût du travail. Et le coût du travail est relativement déjà élevé en France. Si le coût du travail est élevé, nos produits seront plus chers, donc moins compétitifs. Et là aussi, ça ne favorise pas l'équilibre de notre balance commerciale. À côté de ces effets pervers, de ces limites au niveau national, en plus se rajoutent des contraintes au niveau de la zone euro. Chaque pays, pour l'instant, a le droit, les 27 pays ont le droit donc de prendre des mesures spécifiques au niveau budgétaire. Cependant, c'est une liberté encadrée, puisqu'en théorie, notre déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB et notre endettement 60% du PIB. Même si aujourd'hui, en 2020, le déficit du PIB a été de 9,2% et notre dette publique s'élève à 116% du PIB. L'Allemagne, dès 2010, avait mis la règle d'or donc, dans sa constitution, c'est-à-dire qu'elle s'engageait donc, à présenter toujours un budget équilibré. Lorsqu'un pays est fortement endetté, ça peut fragiliser donc son image au niveau extérieur et notamment sur les marchés financiers. Et ce pays risque d'avoir du mal à trouver de l'argent pour se financer ou il en trouvera mais plus cher. C'est ce qui a été le cas de l'Irlande et de la Grèce, mais pas de la France. La France trouve toujours facilement de l'argent et à des taux bas, puisqu'aujourd'hui les taux donc sont toujours très bas. Voyons maintenant donc la deuxième politique conjoncturelle, la politique monétaire. Donc cette politique monétaire est tout à fait différente. Elle vient donc, comme nous avons vu, de Milton Friedman, économiste américain qui va être très écouté dans les années 70-80 par le gouvernement américain et notamment par Reagan. Quels sont ses objectifs? Au départ, donc, c'est une politique de rigueur. Donc le contraire de la politique budgétaire, même si comme la politique budgétaire, on peut l'utiliser différemment pour avoir également aussi une politique de relance, comme nous le verrons un peu plus tard. Donc dans les années 80, le problème des pays développés, c'était l'inflation. Donc Milton Friedman voit qu'il y a un lien donc, entre l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, avec la masse monétaire en circulation dans l'économie. Il se rend compte que trop d'argent en circulation va entraîner de l'inflation. Donc il faut essayer de trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'argent en circulation pour pouvoir financer l'économie, mais pas trop. Et pour lui, il y a un instrument donc, qui va permettre cette régulation, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il dépend donc du taux directeur fixé par les banques centrales. Donc pour les États-Unis, c'est la Fed. Pour l'Europe, c'est bien sûr la BCE. Donc aujourd'hui, c'est la BCE qui fixe donc la politique monétaire donc des 19 pays de l'Euroland, donc qui ont l'euro. Pendant longtemps, son but principal a été de lutter contre l'inflation.
qui donc ne devait pas dépasser 2%. À partir de la crise de 2008, d'autres instruments vont être utilisés par les banques centrales pour réguler cette masse monétaire. Nous avons donc 3 instruments pour réguler la masse monétaire, comme nous le voyons dans ce tableau. D'abord, nous avons donc les opérations d'open market. En période de récession, comme elle va le faire à partir des années 2014-2015, la BCE, alors que la Fed va le faire dès 2008-2009, la BCE va essayer d'augmenter la masse monétaire en circulation. Comment ? Donc, par ces opérations d'open market, elle va acheter des titres aux banques et en échange, elle va donner des euros à ces banques. Aussi, donc, les banques disposant de plus de liquidités devraient accorder plus facilement des prêts aux agents économiques, entreprises, ménages. Et donc ces prêts vont relancer les investissements, la consommation, donc la demande globale, ce qui devrait permettre de favoriser la croissance. Deuxième instrument, qui est assez proche des opérations d'open market, mais qui porte sur le court terme. Là, la BCE va accorder des facilités, donc aux banques, des facilités permanentes, au jour le jour. Là aussi, le but est de réguler la masse monétaire, donc au jour le jour. Donc elle peut prêter si elle veut relancer l'économie. Au contraire, si elle veut une politique de rigueur, à ce moment-là, elle va fermer le robinet, elle fixera un taux directeur plus élevé, elle accordera moins de prêts aux BCE, aux banques secondaires. Donc en jouant sur ce taux donc, auquel les banques se refinancent, elle peut donc soit favoriser une augmentation de la masse monétaire en pratiquant un taux directeur bas, ou au contraire, donc limiter cette masse monétaire en augmentant le taux directeur, puisque ce taux directeur va fixer les taux d'intérêt. Enfin, troisième instrument, plus classique, un peu moins utilisé, plus ancien, ce sont les réserves obligatoires. En fait, les banques secondaires, donc les banques comme en France, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, etc., la BNP, donc doivent placer 1% de leurs ressources sur un compte, donc qui est non rémunéré, sur un compte de la BCE. Donc si on augmentait ce taux de réserve, des réserves obligatoires, ça limiterait les ressources des banques et donc là aussi elles accorderaient moins facilement des prêts, elles seraient plus frileuses. Mais ce taux est resté relativement constant ces dernières années. Voilà donc les 3 instruments qui permettent de réguler la masse monétaire donc dans un pays. Donc de jouer sur rigueur ou relance, suivant les besoins. La politique monétaire, comme la politique budgétaire, connaît bien sûr des limites. Donc pendant longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la BCE, donc c'était sa hantise, c'était le taux d'inflation, donc elle a pratiqué pendant de nombreuses années, jusqu'en 2004 pratiquement, des taux d'intérêt élevés. C'est ce qui a d'ailleurs pénalisé la croissance, et notamment la croissance française, qui, comme on l'a vu, était autour de 2%. Si le taux d'intérêt est élevé, cela pénalise les investissements et donc la consommation. Comme on l'a vu lorsqu'on parlait de la politique budgétaire, mais utilisée dans un cadre de rigueur, la politique monétaire, qui est une politique de rigueur, donc ralentit la croissance, et donc évidemment, ça va avoir des effets pervers au niveau social. Donc, sur Thatcher et Reagan, les pauvres vont augmenter aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On va parler des working poor, les pauvres au travail.
Donc, et aujourd'hui, on connaît aussi cette augmentation de la pauvreté en France. Autre limite au niveau européen, on a vu que la BCE prenait une seule politique monétaire qui était appliquée donc à tout l'Euroland. Mais évidemment, tous les pays, si on prend déjà la France et l'Allemagne, on aura vite compris, n'ont pas la même situation économique, donc pas les mêmes problèmes, et donc cela n'aura pas les mêmes effets. Le taux d'intérêt donc va jouer sur l'investissement et la consommation. Faut-il encore que ces agrégats soient élastiques, hein, que donc les entreprises aient envie d'investir, que les ménages aient envie de consommer, ce qui n'est pas toujours le cas suivant la période. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la BCE va effectuer vraiment un virage au milieu des années 2000, 2004-2005. Donc pour essayer petit à petit de relancer l'économie, et évidemment elle va être confortée dans cette idée après la crise de 2008, il faut redonner confiance aux banques pour qu'elles prêtent de nouveau de l'argent aux agents économiques et donc relancer l'économie. C'est ce qu'on appelle la quantitative easing, donc c'est-à-dire que là on va appliquer la politique monétaire mais dans l'autre sens, dans le sens donc d'une politique de relance. Donc, cela va être surtout marqué à partir de 2015. La BCE va injecter massivement de l'argent donc sur le marché financier en achetant donc des titres publics et privés, donc des actions, des obligations. Donc elle achète, en échange elle donne donc des euros, ce qui va donc donner confiance aux banques, les rendre moins frileuses pour qu'elles prêtent donc aux agents économiques. Cette quantitative easing va favoriser la dépréciation de l'euro, donc l'euro va se déprécier par rapport aux devises, aux monnaies étrangères comme le dollar par exemple, ce qui facilite nos exportations, mais par contre qui rend nos importations plus chères. Donc le but est de relancer la consommation, on peut se le permettre parce qu'il n'y a plus d'inflation, on parle même de déflation. La déflation, c'est la baisse généralisée des prix. On pourrait penser que c'est plutôt sympathique, plutôt cool pour l'économie, mais pas du tout. Parce qu'en fait, lorsque les prix baissent sans arrêt, en fait, les agences économiques vont remettre leurs projets d'investissement ou leurs projets de consommation. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent toujours que le prix soit plus bas. On l'a bien constaté donc avec la crise immobilière. Il y avait beaucoup d'offres, mais peu de demandes parce que les ménages pensaient que les prix allaient baisser, donc il fallait attendre pour acheter son bien immobilier. Mais évidemment, si on attend et que les prix continuent toujours à baisser, ça veut dire que les entreprises ne vendent pas ou qu'elles vendent à des prix plus bas, donc elles gagnent moins d'argent, elles doivent diminuer leur marge pour baisser les prix. Et évidemment, si elles gagnent de moins en moins d'argent, elles risquent de faire faillite. Donc la déflation n'est pas une bonne chose pour l'économie. Par contre, elle a permis cette relance, donc avec cette politique monétaire, ce qu'on ne pouvait pas faire tant qu'il y avait une inflation élevée. On va donc observer quelques effets sur notre économie à partir de 2017, puisqu'on va avoir donc une certaine relance de l'économie, une petite augmentation de la croissance économique, une légère baisse du chômage, même en France. Malheureusement, cette éclaircie sera de courte durée avec la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on connaît une crise économique qui est assez atypique, puisqu'en fait, nous avons à la fois une crise de la demande, mais aussi de l'offre au niveau mondial, à cause des différents confinements. Donc c'est une crise économique hors norme, assez rare. L'État devra donc relancer l'économie. Il a bien sûr commencé à le faire dès 2020,
avec le chômage partiel, avec les aides donc aux entreprises. Même aux États-Unis, donc des millions d'Américains ont reçu chacun, enfin, par ménage, 1 200 $. Cette politique de relance n'est pas sans risque, bien sûr. Alors, bon, évidemment, l'endettement de l'État, le déficit et l'endettement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec donc des chiffres quand même assez importants. Mais il faudra évidemment que face à ces aides, les agents économiques aient confiance et que donc à l'augmentation de la demande, l'offre réponde pour éviter aussi un risque d'inflation. Donc espérons que cette croissance reprendra et qu'elle permettra donc de limiter l'augmentation du chômage.